Et puis le côté profiteur, ça brasse des fortunes sur l'exploitation et parce que ça donne 2 cacahuètes, on devrait te faire honte d'en bénéficier. Oui, mais clairement, clairement et on va le voir juste après avec les articles que j'ai sur ArcelorMittal. On parle de gigantesques, de tonnes d'argent, de subsides qui vont dans des grandes entreprises qui font des bénéfices et qui donnent de l'argent de ouf à leurs, petits actionnaires de merde là et tous ces gens-là, ils sont subsidiés par le gouvernement avec des sommes d'argent bien plus élevées que quand on parle du chômage et non, on vient stigmatiser les gens qui reçoivent 2 cacahuètes, comme tu le dis, quoi. C'est vraiment dégueulasse et comme pour répondre à Slay là tantôt, bah oui, c'est de la com, c'est de la manipulation, de venir faire des choses en soum-soum. D'un côté, donner plein d'argent à des entreprises, mais puis dans les grands plateaux, on va dire que oui, on n'a pas le choix, le budget et les chômeurs, c'est des profiteurs et tout ça. Tandis que là, si on n'a pas de journaux indépendants comme Apache, et même c'est pas assez lu, du coup, ils n'ont pas assez de poids, mais si Apache n'était pas là, il n'y aurait personne qui parle des subsides donnés à ArcelorMittal, des subsides donnés à Ineos, qui sont des entreprises qui font du profit, qui donnent de l'argent à des actionnaires, qui sont ultra polluantes et qui ferment des usines ici en Belgique, qui licencient des gens, tandis que le gouvernement a justement un pouvoir sur ces entreprises, quoi. C'est ouf et ça me met hors de moi. Qu'y a-t-il d'autre finalement dans cet accord? D'abord, un gros chapitre défense, évidemment. La Belgique s'est engagée à atteindre 2% de... Voilà, et après on trouve 4 milliards d'argent pour la fucking défense, quoi. Donc, l'accord de Pâques, c'est quoi? C'est qui? Allez, c'est le gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelles sont les conséquences? Quels sont les chiffres des associations ou des syndicats qui ont travaillé le terrain pour démontrer que ça sera une boucherie sociale? On va voir tout ça. Mais avant tout, pour aussi avoir un petit résumé, on va voir comment la RTBF en a parlé pendant leur JT, je pense que c'était il y a 3-4 jours. Et du coup, on va voir comment ils en parlent. Est-ce que c'est bien expliqué? Est-ce qu'il y a des éléments de langage qu'on retrouve au niveau du gouvernement? Je trouve ça assez intéressant à regarder. Et après, on va aller plus dans les détails avec des enquêtes d'Apache à propos de l'accord en question, mais aussi plus loin, comment le gouvernement s'en prend aux entreprises et quels sont les accords entre les différentes entreprises. On va le voir aussi avec un article que je vous avais promis la semaine passée, c'était à propos de ArcelorMittal, mais il y en a plusieurs qui sont sortis du coup de Apache à propos de ArcelorMittal, mais aussi d'autres entreprises qui ont des accords avec le gouvernement, qui sont potes avec la NVA, qui reçoivent des subsides, et tandis qu'on vient faire des coupes budgétaires énormes dans la sécurité sociale et dans les revenus des gens. Or, les allocations de chômage seront limitées à 2 ans à partir du 1er juillet 2025. Chômage, défense, justice, santé, asile. Le gouvernement de Wever s'est mis d'accord sur le budget 2025 et on y retrouve donc cette décision sur les allocations de chômage et ses quelques exceptions. Les explications, c'est avec Clément Glessner, Tidiem Quash et Laurent Van den Berg. Après une quinzaine d'heures de discussion, le Conseil des ministres restreint tient son accord de Pâques. Il s'agit des modalités pratiques des mesures à venir. Dat zijn 500 artikelen geworden. Aussi, pour préciser, c'est des choses qui peuvent encore évoluer, qui peuvent encore changer. Donc, c'est un accord qu'ils ont là négocié et c'est la preuve aussi que l'accord de coalition qu'on avait décrypté à la base, ben, c'est quelque chose qui peut constamment changer. Des nouvelles mesures, des nouvelles coupes budgétaires peuvent constamment changer. Bonsoir Barnabé, bienvenue. Denk bijvoorbeeld aan de beperking van de werkloosheid in de tijd. Dat is toch wel een beetje het koningingenstuk. We waren het laatste land waar... Donc, il parle de la limitation du chômage dans le temps à 2 ans, donc qui serait une catastrophe. On va revoir les chiffres après. Et là, lui, il dit que c'est le couronnement de notre réussite, que c'est la pépite sur le gâteau dans leurs mesures et dans leur accord de Pâques. Il en dit comme si c'est une fierté, tant qu'on va le voir. C'est énormément de gens qui vont se retrouver à la rue, énormément de gens qui vont se retrouver au CPS, donc les régions qui seront totalement assainies. Et donc, bien sûr, en tant que bon nationaliste, Bart Wever, il a tout le bénéfice là-dedans parce que en Wallonie et à Bruxelles, c'est là qu'on retrouve le plus de chômeurs de longue durée surtout. Donc c'est ces personnes-là qui seront le plus affectées par cette mesure. Il est donc question de la limitation des allocations de chômage à 2 ans. Entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Plus de 130 000 personnes ne recevront plus d'indemnité. 130 000 personnes ne recevront plus d'indemnité du jour au lendemain quand cette loi passe. Donc à partir du 1er janvier 2026, il y aura 130 000 personnes qui vont perdre leur allocation de chômage. C'est énorme, c'est énormément de gens. Donc 130 000 personnes qui seront soit
doivent trouver un emploi, mais c'est pas sûr qu'ils vont trouver. Donc, vont aller au CPAS ou vont se retrouver à la rue, en des soutiens de famille ou dans des situations de plus en plus précaires en général. Et pour reprendre un chiffre que j'avais sorti pour ma vidéo sur le chômage, je vous la conseille, même si le son est vraiment pourri. C'était vraiment la première vidéo que j'avais sortie, donc c'est pas ouf, mais les chiffres sont d'actualité et totalement corrects. Et ici, le CEPAC, donc le Centre d'éducation populaire, qui fait partie de la GTB, je ne sais plus quelle centrale syndicale, mais en tout cas de la FGTB, donc c'est un centre d'études, quoi. Et selon leurs études, et ils reprennent en fait les chiffres du Forum et les chiffres de l'ONEM, 53% des personnes exclues sont sorties des radars. Donc ni en demande d'emploi, ni à l'emploi, ni en formation. Donc ça veut dire que 53% de 130 000 personnes risquent de sortir des radars, donc risquent une précarité grandissante, risquent de se retrouver à la rue ou en besoin de soutien familial, et donc comme ça créer un effet boule de neige de précarisation de groupes entiers de personnes, quoi. En effet, des exemptions existent. Les allocations sont maintenues pour les formations de 3 ans qui sont en cours, pour les formations dans les métiers en pénurie comme les soins de santé. Peut-être pour les formations dans l'enseignement, le fédéral renvoie la responsabilité. On va le voir juste après, mais quand ils disent que les allocations de chômage sont maintenues pour certains cas, en fait, c'est seulement maintenu totalement dans les gens qui sont en formation pour devenir médecin, aide-soignant et dans la médecine en général. Et du coup, il parle ici de métiers en pénurie. Oui, ça sera prolongé pour les gens en formation de métiers pénurie, mais on va le voir après avec l'article de la RTBF qui détaille l'accord. C'est pas jusqu'au bout de la formation, donc ça va mettre quand même en précarisation énormément d'étudiants, et que même si tu fais une formation, tu vas perdre tes allocations au bout d'un certain temps. Ça sera peut-être un peu plus long que la majorité des gens qui ne font pas formation, mais quand même, et là, ici, la RTBF ne précise pas ça, en tout cas dans leur JT. Dans leur article, ils précisent quand même, mais dans leur JT, ce qui est quand même ce que le plus grand public regarde, là, ils ne précisent pas que les formations ne seront pas soutenues au niveau des allocations jusqu'au bout, quoi. Responsabilité aux communautés sur ce point. Il existe ensuite des exemptions liées à l'handicap, liées à l'âge. Les plus de 55 ans qui ont une carrière d'au moins 30 ans en 2025 ne sont pas concernés par la limitation des allocations de chômage. Un ensemble de mesures annoncées pour éviter des abus. Si vous retravaillez... C'est intéressant parce que de base, dans l'accord de coalition, ils voulaient limiter aussi les allocations de chômage pour les plus de 55 ans et pas faire d'exemption, à part pour handicap et des cas spécifiques, mais ils voulaient vraiment pas faire d'exemption. Le vote vient en avant pour dire voilà, c'est grâce à nous que c'est pas aussi pire qu'on pensait. Déjà, on parle quand même de 130 000 personnes qui sont exclues du chômage, donc 130 000 personnes qui risquent la précarisation énorme. Et du coup, même s'il y a quelques exceptions, le Vorat, ils viennent en mode grand héros, tandis que je me demande à quel point aussi, peut-être que la lutte a pesé là-dedans. Il y a eu des mobilisations quand même gigantesques, assez historiques en Belgique pendant des mois. Peut-être que ça aussi, c'est lié, ils essayent d'atténuer le public, et c'est aussi la stratégie du Vorat, essayer de dire, voilà, grâce à eux, ils ont quand même réussi à faire des concessions, mais le reste est nécessaire et ça ne sert à rien de manifester, c'est ça leur take. Et du coup, je me demande à quel point l'accord de coalition était hyper trash, et il restera très trash dans les lois qui sont proposées, mais ils vont enlever quelques petits trucs pour dire regardez, on fait des concessions, regardez, on écoute les partenaires sociaux, tandis qu'au final, on parle quand même de 130 000 personnes qui sont mises dans la précarité, qui sont exclues du chômage. Parce que par exemple aussi, j'ai vu dans l'accord que le statut d'artiste, finalement, ils ne veulent pas l'annuler. Peut-être qu'il sera changé, ça sera à voir dans les prochaines négociations, mais en tout cas, dans cet accord-ci, il reste inchangé. Et je me demande si ce n'est pas lié à la lutte aussi, parce que les artistes sont des gens, et pas tous, bien sûr, évidemment, mais c'est des gens qui ne se mobilisent pas tout le jour, ou ne sont pas autant dans la rue, autant dans les actions. Et du coup, voir qu'il y avait 8 000 personnes sur la place de la Bourse le 31 mars, et voir qu'il y avait tellement d'artistes qui se mobilisaient pour maintenir leur statut d'artiste et qui se plaignaient beaucoup, qui étaient là en masse, peut-être que c'est lié à la lutte, et que le gouvernement essaye de éviter que les artistes rejoignent la lutte en général, et que les artistes soient calmés, et que ce groupe-là ne fasse pas de l'intersection avec d'autres luttes, quoi. L'habituel discours de Vorat, PS, quand ils sont dans la majorité. Oui, clairement, dites-nous merci, ça serait pire. Oui, c'est exactement ce que le Vorat dit, c'est exactement ça, Bernard. Salut Slay, bonsoir. Et quel est le gain sur le budget? On parle d'une économie de combien? Sur le chômage, tu veux dire?
Le chômage, on peut regarder, mais je pense que c'était quelque chose de 400 à 500 millions. Mais c'est un chiffre aussi qui est vaguement estimé. Ça dépend aussi de si les gens retrouvent du boulot ou pas. Est-ce que les gens vont aller au CPS ou pas? Parce que aussi, j'ai vu dans l'accord aussi, il y avait un rehaussement des finances des CPS. Pause, parce que j'ai vérifié les chiffres. Dans le budget du fédéral, ils disent que 900 millions d'euros de bénéfices sortiraient de cette mesure de limitation du chômage à 2 ans dans le temps. Mais c'est le budget fédéral. Donc ça ne prend pas en compte que le CPS pourrait perdre beaucoup d'argent parce qu'il y aurait beaucoup de gens qui allaient au CPS, mais ça, c'est une fonctionnalité de la région. Donc, ce n'est pas précisé dans le chiffre de 900 millions d'euros. Plus là, il y a aussi la mutuelle sur laquelle les gens peuvent aller, les gens qui vont sortir des radars, qui vont précariser leur famille ou les proches. Il y a plein d'éléments qui font que les 900 millions d'euros en un an, là, et plus encore après, ben, c'est très vague, c'est pas du tout sûr, et il y a énormément de conséquences qui sont dramatiques pour la vie des gens avec cette précarisation, qui fait qu'il y a énormément de plus de burn-out, de difficultés, de parcours de vie difficiles, donc beaucoup plus de gens à la mutuelle, beaucoup plus de gens à la rue, beaucoup de plus de gens hors des radars, et donc hors de ce budget fédéral, et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte pour la NVA, que le budget fédéral soit réglé. Après, si la Wallonie s'écroule, c'est pas leur problème. C'est exactement le point que je ne comprends pas vraiment. Ça m'apparaît pas comme une économie. Ben oui, c'est ça, mais après, c'est de la com, hein. Ça, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une ère où la politique, c'est beaucoup de la com, et notamment chez les partis de droite et d'extrême droite. En soi, ce qu'ils veulent, c'est démanteler les aides sociales, démanteler les acquis sociaux, ça c'est leur idéologie, mais ils recouvrent ça en disant que c'est une nécessité, qu'on doit trouver 23 milliards d'euros, donc ou 30 milliards d'euros, et on doit faire des bénéfices, c'est une nécessité. Donc ça, c'est leur rhétorique et leur élément de langage qu'ils apportent dans le débat public. Et du coup, pour justifier ces éléments de langage ou pour trouver des solutions, soi-disant, à ce budget qui serait vacant de 30 milliards d'euros, ils disent qu'ils n'ont pas de choix que de démanteler nos aides sociales, nos aides ou nos pensions. Et tout ça, c'était toute une question de communication, de comment est-ce que tu justifies le démantèlement de tous les acquis sociaux, parce que surtout quand on parle de la NVA, qui est quand même un parti d'extrême droite, on parle d'un parti qui veut l'indépendance de la Flandre, qui veut un contrôle sur les immigrations hyper strict, qui veut limite fermer ses frontières, qui veut des politiques racistes, transphobes, sexistes. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut d'abord démanteler l'organe qu'est l'État belge, qui est un micmac de bureaucratie et d'acquis sociaux. Et donc, il faut démanteler ça petit à petit, parce que bien sûr, un coup d'État ne passerait pas, ou on n'est pas prêt pour un coup d'État, il y a encore de la résistance, il y a encore des syndicats, il y a encore un contre-pouvoir en Belgique. Et ce que la NVA souhaite depuis des années et est en train de faire, c'est vraiment décortiquer l'État belge ou la bureaucratie ou les acquis sociaux des personnes en Belgique pour pouvoir faire un État plus strict et plus policier, voire autoritaire. Mais pour y accéder, pour y parvenir, il faut d'abord détruire les acquis sociaux un à un pour pas non plus avoir trop grosse contestation. Et du coup, pour calmer la contestation, calmer les révoltes, calmer les grèves, il faut avoir un discours qu'on n'a pas le choix. Donc, on va prendre la question du budget. On n'a pas le choix parce qu'on doit trouver 30 milliards d'euros. Et du coup, où est-ce qu'on va trouver de l'argent? On va le trouver dans le chômage. Regardez, on va faire 400 millions d'euros. On va probablement voir après que les bénéfices ne seront pas à 400 millions d'euros. Mais entre-temps, pendant un an, ils ont pu dire que, regardez, on est en train de trouver des solutions à cette crise de budget, on est en train de trouver de l'argent, et ils ont leur com qui leur donne une satisfaction, qui fait que la colère diminue, qui fait que les mouvements sociaux et les grèves diminuent, et c'est juste beaucoup de com. Et du coup, quand ils vont se rendre compte que le budget ou que le bénéfice de ces mesures n'est pas autant que prévu, à ce moment-là, ils vont renégocier et ils vont revenir avec des nouvelles mesures et ils vont dire « Ah, voilà, regardez, à cause de ce qui se passe, à cause de telle ou telle crise, nos calculs n'étaient pas corrects, ce n'était pas suffisant, donc on doit taper dans ça et ça et ça en plus. » Et donc ça, c'est vraiment un discours de venir essayer de prendre le plus en plus pour que les gens ne s'en rendent pas compte que petit à petit, on est en train d'entrer dans un état de plus en plus ultra-policier. Et Bernard, tu dis, on oublie souvent qu'à part en Espagne ou au Chili, le fascisme est rarement arrivé au pouvoir par un coup d'État, mais toujours par des voies légales et par leur soutien de la bourgeoisie de droite libérale. Ben oui, clairement, et c'est ça. Et en fait, ici,
la NVA, avec le soutien, comme tu le dis, des libéraux de la droite, ils sont en train de, petit à petit, changer, transformer la société belge. Et comme ça, il n'y aura pas besoin d'un coup d'État parce qu'il y aura déjà de la police partout, il y aura du contrôle partout dans les entreprises, il n'y aura plus d'accueil sociaux, il n'y aura plus de syndicats, ou en tout cas, ils seront dérisoires. Et comme ça, en fait, il n'y a pas besoin d'un coup d'État parce que la société belge sera déjà entièrement transformée. Et c'est ça le grand danger et le danger insidieux de la NVA. Si vous retravaillez et puis que vous reperdez votre emploi, on va évidemment tenir compte de la période que vous avez retravaillé, on va recalculer. Donc, ça n'est pas, on tiendra compte évidemment de ces situations spécifiques, mais attention, on évitera les effets carrousel pour éviter qu'il y ait des personnes qui abusent du système. Ça, c'est un élément de langage aussi, parce que ce qu'ils disent, c'est attention, regardez, il y a des exceptions. S'il y a des gens qui perdent leur emploi ou qui sont dans des situations, je sais pas, de burn-out ou quoi, peut-être c'est justifié de démissionner ou de demander à être licencié. Mais ça, c'est des choses qui existent déjà. Quand tu démissionnes, il y a déjà des possibilités d'exception. C'est l'ONEM qui décide, l'ONEM qui fait du cas par cas. Quand tu démissionnes, normalement, le standard, c'est une sanction de 3 mois. 3 mois de sanction où tu n'as pas droit au chômage, après tu as droit au chômage, mais si tu démissionnes, normalement tu as ça. Mais tu as la possibilité de venir expliquer ton cas à l'ONEM, si tu le choisis bien sûr, et si tu le demandes, et l'ONEM t'écoute, et cas par cas, parfois ils acceptent que certaines démissions ne soient pas sanctionnées par des preuves de harcèlement du patron ou des preuves de mal-être d'un médecin, mais qui n'a pas testé vraiment un burn-out et des choses comme ça. Mais donc, il y a plein de possibilités de déjà faire des exceptions. Et lui, il vient dire, là, David Clarinval vient dire que, attention, nous, on n'est pas des méchants, on fera des exceptions. Mais c'est déjà quelque chose qui existe déjà. Vous êtes les méchants parce que vous venez faire des mesures où vous voulez contrôler l'emploi, mettre les malades de longue durée au travail et couper dans le chômage, quoi. Donc, c'est vous les méchants, clairement. Donc, venir dire, attention, on n'est pas les terribles méchants parce qu'on fera des exceptions, c'est des choses qui existent déjà. Et bref, c'est totalement de la manipulation de dire ça. Et donc, combien de budget en plus, mais aussi, surtout, est-ce qu'il y aura du personnel en plus pour les CPS? Parce qu'on sait déjà qu'aujourd'hui, les CPS sont débordés. Donc, s'il y a 130 000 personnes qui débarquent en plus au CPS, ou allez, j'exagère peut-être, il y en a des qui vont retrouver du travail, mais disons 70 000 gens qui viennent en plus au CPS, c'est énorme, hein. Il faut traiter ces demandes, il faut déjà le budget et il faut le personnel surtout. Donc, s'il n'y a pas de personnel en plus qui est engagé au CPS, et attends, parce que là, on parle du 1er janvier 2026, même si tu embauches plein de gens maintenant, il faut les former, et ça prend un moment quand même de former des gens sur la législation spécifique du CPS. Et je pense à mon travail au service chômage de la FGTB, j'ai eu une formation à moitié travail, moitié formation, mais pendant 1 an que ça a duré. J'avais 2 cours par semaine pendant 1 an de la législation spécifique chômage, tellement c'est des gros dossiers qui sont très complexes et que tu ne peux pas donner n'importe qui comme ça les clés du CPS et faire les dossiers, parce que ça ne va pas fonctionner comme ça. Mais donc, d'ici le 1er janvier 2026, ça voudrait dire qu'il faudra embaucher maintenant, commencer à former les gens, commencer à apprendre les gens à faire des dossiers. Donc ici, qu'on va voir clairement, même si le CPS reçoit plus de budget, ça sera une catastrophe au niveau de l'attente pour avoir tes sous du CPS. Ça sera un gigantesque foutoir, quoi. Autre filière de la formation en alternance, le CEFA, le Centre d'éducation et de formation en alternance. C'est l'enseignement secondaire qui allie les cours et la pratique en milieu professionnel. Tiens, elle ne veut pas démarrer. Attends, parce que ces formations-là, on parle de école, donc on parle de gens qui ont 17, 18, 19 ans max. Ces gens-là, ils n'ont pas le chômage, hein. Donc pourquoi est-ce que on fait un reportage sur des gens qui sont en formation à l'école, en formation professionnelle à l'école? Il n'y a pas d'aide du chômage. Donc pourquoi est-ce qu'on lie ça à un reportage sur le chômage et sur la coupe du chômage à 2 ans, et on va lier ça à des formations qui sont pas bénéficiaires du chômage? C'est un peu louche. Bon, on va voir ce qu'ils disent. Alan a 19 ans et dès l'obtention de son diplôme secondaire. 19 ans, t'as pas droit au chômage, hein. 19 ans, t'as pas de chômage. À 15 ans, je voulais plus aller à l'école. Du coup, je me suis inscrit dans une école technique pour faire 3 ans de CFA et une alternance. Puis j'ai abouti ici parce que des membres de ma famille travaillaient ici. Oui, donc là, cette personne n'a vraiment pas le chômage. Il a arrêté de l'école à 15 ans, il a direct commencé une formation en alternance. Donc ça veut dire moitié
à l'usine, moitié en formation, mais du coup, tu es payé souvent par l'entreprise où il y a quelques primes, mais ce n'est pas les mêmes budgets ou ce n'est pas les mêmes calculs qui sont dans le chômage. Donc, je ne vois pas du tout ce que la RTF vient faire avec cette interview de Alan. La formation en alternance serait la clé pour remettre les demandeurs d'emploi au travail et réduire ainsi le taux de chômage. L'alternance est au cœur de la réforme du paysage socio-professionnel envisagée par... Mais oui, c'est pas du tout les mêmes fonctionnements. Tu as raison, Five, parce que la formation en alternance, c'est avec. Je pense que je l'avais recherché en plus. Je pense qu'il y a des primes, il y a des parties qui sont payées par l'entreprise, et puis il y a des primes de l'État, mais ça, c'est pas le même budget que le chômage, et ça n'a rien à voir. En fait, les gens qui, du coup, trouvent une formation en alternance, par exemple, ici, je suis sur le site de l'IFAP, s'ils trouvent une formation en alternance, ben oui, ils auront une prime de 750 €. Il y aura donc de l'argent qui sera payé par le centre de formation, le Forem. C'est le Forem qui paye, voilà, c'est le Forem qui paye, c'est pas l'ONEM, hein. Donc c'est pas les mêmes organismes parce que le Forem c'est régionalisé et l'ONEM, le chômage, c'est nationalisé. Donc c'est pas les mêmes fonds qui vont payer ces choses. Donc c'est totalement du journalisme de n'importe quoi de faire de par la prendre ça région. comme exemple, tandis qu'il n'y a aucun rapport avec le chômage. Oui, bien sûr, des gens peuvent aller faire une formation en alternance, mais ce qu'il disait juste avant, c'est que, regardez, il y a des exceptions dans la diminution des allocations ou dans le temps, que par exemple les formations en métier de pénurie, et puis ils font tout un reportage sur la formation en alternance qui, du coup, ne serait pas concernée par ces mesures, quoi. Mais bref. Comme tu dis très clairement, Five, on parle de gens qui cherchent de l'emploi, des gens qui ont été licenciés ou qui ont fait un burn-out. Ah bon, ça, c'est la mutuelle pendant un temps, mais après, tu retombes au chômage. Des situations de vie où des gens ont perdu leur emploi. Et les chiffres sont clairs, les chiffres sociologiques le prouvent, que la majorité, la grande majorité, plus de 85% de personnes cherchent activement de l'emploi, veulent travailler, veulent être actifs dans la société, être utiles dans la société. Et du coup, venir dire que les chômeurs sont des profiteurs et qu'on parle de 130 000 chômeurs comme ça, comme si c'est les chômeurs, donc on s'en fout, on ne va pas parler de leur vie. Donc on parle de 130 000 personnes qui ne souhaitent rien d'autre que d'être actifs dans la société, ou en tout cas la grande majorité de ces gens, quoi. Et on parle de vies qui seront totalement brisées parce qu'ils n'ont pas trouvé de l'emploi à temps. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne souhaitent pas être au chômage pendant 2 ans. C'est hyper long. Si tu n'as pas une activité, hein, c'est artistique ou quoi, qui fait que tu t'occupes la journée, ben, tu tombes en dépression, c'est hyper compliqué, tu t'isoles, tu n'as plus de liens de sociabilité parce que pour la majorité des gens, les liens de sociabilité encore aujourd'hui se font au travail parce que tu passes 36 heures ou à 38 heures ou à 40 heures par semaine avec tes collègues. Donc c'est totalement une violence psychologique parce qu'on parle d'isolement, on parle de précarité, on parle de gens qui vont du coup faire l'effet boule de neige, comme je disais, parce qu'ils vont se reposer sur l'aide de leur famille ou de proches. Donc moi je trouve ça terrifiant quand on parle toujours des chômeurs, comme si c'est un terme péjoratif qu'on balance comme ça. Oui, on va couper dans le chômage, 30 000 chômeurs seront exclus. Mais on ne parle pas de c'est quoi un chômeur, c'est quoi la vie d'un chômeur. Ici, plutôt que de faire ce reportage sur ce petit patron qui a eu quelques places en formation, ils auraient pu aller interviewer une chômeur qui galère à trouver du travail, qui a une vie compliquée, qui a peut-être des enfants à nourrir ou quoi, et qui n'arrive pas à trouver, d'une part, assez de temps pour trouver du travail, qui a peut-être d'autres complications. Donc, qui a peut-être tenté de trouver du travail de ouf, mais il n'y a aucun employeur qui veut d'elle, par son âge, par son manque d'expérience, par son manque de diplôme, je ne sais quoi. Il y a plein de reportages hyper intéressants à faire, des possibilités gigantesques pour sensibiliser la Belgique, les gens qui regardent le service public, de c'est quoi la vie de mes compatriotes qui seront exclus du chômage. C'est quoi la vie d'un chômeur? C'est quoi être chômeur? Est-ce que les gens, c'est vraiment des profiteurs ou pas? Ou est-ce que les gens vont activement chercher de l'emploi? Et ça aussi, c'est juste une question. Même au-delà de faire un reportage, d'interviewer une chômeur, on peut aussi juste regarder les chiffres.
les chiffres du Forum qui sortent chaque année, ou le Forum qui contrôle activement des demandeurs et demandeuses d'emploi, parce que c'est une des exigences d'être au chômage, c'est que tu dois être contrôlé par le Forum, Actiris ou le VDAB constamment pour prouver ta recherche d'emploi, parce que sinon ils peuvent te sanctionner, t'exclure. Et du coup, c'est déjà des gens qui sont menacés d'exclusion, qui sont en train de chercher de l'emploi, mais qui n'en trouvent pas. Et même, ne parlons pas de tous les abus qu'il y a sur les exclusions, parce qu'il y a des gens qui se font exclure, tandis qu'ils cherchent de l'emploi, mais juste ils n'en trouvent pas, quoi. Et puis le côté profiteur, ça brasse des fortunes sur l'exploitation, et parce que ça donne 2 cacahuètes, on devrait te faire honte d'en bénéficier. Oui, mais clairement, clairement. Et on va le voir juste après avec les articles que j'ai sur ArcelorMittal. On parle de gigantesques de tonnes d'argent de subsides qui vont dans des grandes entreprises qui font des bénéfices et qui donnent de l'argent de ouf à leurs petits actionnaires de merde, là. Et tous ces gens-là, ils sont subsidiés par le gouvernement avec des sommes d'argent bien plus élevées que quand on parle du chômage. Et non, on vient stigmatiser les gens qui reçoivent 2 cacahuètes, comme tu le dis, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Et comme pour répondre à Slay là tantôt, bah oui, c'est de la com, c'est de la manipulation, de venir faire des choses en soum-soum, d'un côté donner plein d'argent à des entreprises, mais puis dans les grands plateaux, on va dire que oui, on n'a pas le choix, le budget, et les chômeurs, c'est des profiteurs et tout ça. Tandis que là, si on n'a pas de journaux indépendants comme Apache, et même c'est pas assez lu, du coup, ils n'ont pas assez de poids, mais si Apache n'était pas là, il n'y aurait personne qui parle des subsides donnés à ArcelorMittal, des subsides donnés à Ineos, qui sont des entreprises qui font du profit, qui donnent de l'argent à des actionnaires, qui sont ultra polluantes et qui ferment des usines ici en Belgique, qui licencient des gens, tandis que le gouvernement a justement un pouvoir sur ces entreprises, quoi. C'est ouf et ça me met hors de moi. Qu'y a-t-il d'autre finalement dans cet accord? D'abord, un gros chapitre défense, évidemment. La Belgique s'est engagée à atteindre 2% de... Voilà, et après on trouve 4 milliards d'argent pour la fucking défense, quoi. Ça représente 4 milliards d'euros, c'est énorme. Alors, cette année... D'où va venir l'argent? Des taxes prélevées sur les avoirs russes gelés chez Euroclear, des dividendes de participation de l'État venus par exemple de Belfius, et le reste, un emprunt européen possible vu le contexte géopolitique mondial. Alors Tidiem, on va aussi contrôler. C'est tout ce qu'elle dit. Donc, il y a 3 possibilités pour trouver de l'argent, pour trouver 4 milliards d'euros. 4 milliards, hein, c'est gigantesque, 4 milliards. C'est un truc que je n'arrive pas à imaginer, 4 milliards, tellement c'est énormément d'argent. Mais donc des taxes sur les avoirs russes, elle ne précise pas combien ça va rapporter, mais c'est quelques entreprises du coup qui sont gelées leur activité en Belgique à cause des mesures contre la guerre en Ukraine. Mais ce n'est pas beaucoup, je pense. Les dividendes de Belfius, bon, ils n'ont pas précisé non plus. Et après, ils disent le reste, un emprunt européen. Ça veut dire qu'on va aggraver notre déficit budgétaire encore plus. Donc, toutes les mesures antisociales qu'ils font maintenant dans leur budget, ben, ça ne sera pas suffisant. Il faudra à un moment rembourser l'argent que l'Europe veut nous donner. Ça veut dire que cet argent, cet emprunt, peut servir d'excuse à tout moment pour démanteler encore plus nos acquis sociaux, quoi. Davantage les malades longue durée. Oui, en contrôlant davantage les médecins trop complaisants qui prescriraient trop de congés maladie. Les employeurs devront aussi prendre leur part de responsabilité. Ça veut dire envoyer plus souvent des médecins conseils, contrôler les travailleurs malades, car les employeurs devront contribuer au paiement des 2 premiers mois de congés maladie contre un seulement aujourd'hui avant de basculer sur la mutuelle. Et toujours dans le chapitre santé, pas de coupe budgétaire prévue à l'agenda, et ce, jusqu'à la fin de la législature. Sur les malades de longue durée qui veulent plus contrôler et contrôler les médecins. Donc ça veut dire que des gens vont contrôler des médecins qui seraient soupçonnés de donner trop d'arrêt maladie ou trop de maladies de longue durée, mais c'est des médecins. C'est des gens qui sont compétents dans leur métier de estimer si une personne est en burn-out ou pas. Et si un médecin a plus statistiquement de gens en burn-out chez Yale qu'un autre médecin, ben ça ne s'explique pas juste par de la fraude ou qu'il abuserait ou quoi que ce soit. Ça peut être 100 000 explications. Si tu es par exemple un médecin dans une certaine région où il y a un énorme employeur, par exemple ArcelorMittal, qui paye mal, qui exploite, ben peut-être que tous ces travailleurs se retrouvent en burn-out chez le même médecin et des choses comme ça. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, on va sanctionner des médecins qui
qui attestent qu'ils font leur métier, quoi. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Oui, ils ont dit pas de coupe budgétaire dans la santé en général, mais Slade, tu le dis bien, de parler des hôpitaux, ils n'ont pas non plus dit qu'ils allaient hausser le budget des hôpitaux. Oui, c'était quoi ce bruit? Ils ont pas dit qu'ils allaient hausser le budget des hôpitaux, ils ont dit pas de coupe budgétaire, mais on sait que les hôpitaux sont déjà en manque de personnel, que les hôpitaux s'écroulent depuis le Covid. On a vu plein de manifestations de soignants, de médecins qui protestent contre le manque de budget, le manque de personnel. Donc, juste dire qu'il n'y aura pas de coupe budgétaire dans la santé, ben, très cool, mais ça ne sauve pas notre hôpital public pour l'instant. Ou comme en France, quand un médecin prescrit trop de jours de maladie, on le contrôle et on lui mettra la pression pour qu'il reste dans les normes de moyenne. Ouais, c'est ça, clairement. Attends, il ne comprend pas du tout en compte d'autres éléments sociaux qui font que parfois certains médecins sont plus sollicités pour les burn-out, que ce n'est pas par laxisme, mais par juste spécialisation d'une part, par région, comme je l'ai expliqué là tantôt, par situation économique de la région, par nombre de médecins qu'il y a aussi disponibles dans cette région. Donc c'est plein d'éléments à prendre en compte. Le gouvernement de Wever n'a toujours pas tranché le fait de compter ou pas les périodes de chômage, de maladie ou les congés de maternité comme des périodes assimilées de travail qui compteraient dans le calcul final de la pension. Merci Tidiane pour ces explications. Pas d'accord veut dire qu'ils sont encore en train de négocier ces points-là. Donc là, il parle de la pension, donc le chômage, la maladie de longue durée, le congé de maternité, donc les périodes d'inactivité de travail avec un contrat juste avant ou encore sous contrat, mais que ces périodes soient quand même assimilées à du travail et donc comptées dans le calcul de la pension. Mais donc là, quand ils disent pas d'accord, ça veut dire que juste ils sont encore en train de négocier sur ce point et donc que ça peut revenir sur table et que ça peut, là, ils passent ces quelques points maintenant, il y aura un peu de contestation sociale, ils vont faire 2 concessions et puis après, ils vont avoir soudainement un accord sur le chômage et la longue durée, et la maladie de longue durée et les congés de maternité, qu'en fait, peut-être que ces choses ne comptent pas pour la pension. Il y aura de nouveau un peu de protestation. Là, ils vont dire « Ah, les congés de maternité, c'est bon, on accepte ». Mais voilà, c'est chaque fois la même stratégie de faire passer des choses petit bout par petit bout ici, pour faire des soi-disant de concessions, pour ne pas parler en détail de la vie, des conséquences que ça a pour notre société, et de juste faire des coups médiatiques comme le font la NVA et le MR surtout. C'est tout. Tandis que l'accord de Pâques englobe beaucoup d'autres choses. Il y a par exemple aussi les points sur l'asile et l'immigration, parce qu'ils ont trouvé un accord là-dessus, et c'est bien dégueulasse. Là, pas un mot de là-dessus sur la RTBF, quoi. Pas un mot sur le regroupement familial qui sera limité, sur l'âge qui est haussé pour être reconnu comme immigré. Il y a vraiment des dingueries. On va le voir tout de suite. On va voir en détail l'accord avec l'article de la RTBF. Mais donc ici, on note quand même que sur leur JT, l'asile, les migrants, tout ça, on s'en fout un peu, quoi. C'est pas un sujet, même s'il y a des gros points qui sont mis dans l'accord de gouvernement et qui sont aussi mis en avant par les ministres comme si c'était une fierté ou un accomplissement, quoi. D'autres mesures seront prises comme une dispense de cotisation sociale pour les entreprises afin de stimuler leur compétitivité à l'auteur d'1 milliard d'euros. Et donc ça, ils n'ont pas dit non plus dans le JT de la RTBF. Donc ici, il y aura 1 milliard d'euros de cotisations sociales qui seront dispensées pour stimuler la compétitivité d'entreprises privées. Donc sans aucune demande ou concession derrière, sans aucune mesure de demander de former des gens ou d'embaucher telle ou telle personne ou de faire tel ou tel projet. Non, juste un bénéfice d'1 milliard d'euros d'exonération d'impôts, tandis qu'on vient taper dans le chômage. Allez, je veux dire, là encore, l'armée 4 milliards, les entreprises 1 milliard. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Et ici, c'est ce que je parlais là tantôt, l'augmentation du plafond non indexé de 12 000 euros par an à un plafond à 18 000 euros par an pour les flexi-jobs. Donc les flexi-jobs qui sont des jobs qui sont ultra précaires parce que tu peux te faire dégager à tout moment sans aucune sécurité, tu n'as pas de droit de défense, tu es licencié, quoi. C'est vraiment un job qui est très insécure et qui est du coup une aide aux entreprises, parce qu'il y a 18 000 euros par entreprise qui peuvent exonérer d'impôts pour des flexi-jobs, quoi. Donc c'est vraiment un foutage de gueule de la part de ce gouvernement. Donc le budget de la défense porté à 2%, ça on a vu avant la fin de l'année. Donc ils veulent trouver 4 milliards d'euros avant la fin de l'année. C'est hyper rapide. C'est hyper rapide.
4 milliards d'euros, quoi. Et du coup, bah oui, comme il disait, ils vont faire cet emprunt européen et du coup, on aura encore un plus gros déficit budgétaire. 150 millions d'euros pour la justice et un durcissement de la migration. Voilà, ça c'est un sujet dont je voulais parler parce que bien sûr, ils n'en ont pas parlé sur leur JT. La ministre de la Justice, Annelies Verlinden de la CDNV, recevra 150 millions d'euros supplémentaires cette année, en partie pour réduire la surpopulation carcérale. Voilà. Moi, on pourrait dire, ah, ça a l'air bien, ça pourrait être bien, parce que bon, on est contre les prisons, on veut que ça se vide. Donc, s'il y a une lutte contre la surpopulation, peut-être qu'ils vont remettre des gens en liberté, faire plutôt des bracelets électroniques que de l'incarcération. Mais non, mais non, c'est pas pour ça qu'ils servent les 150 millions d'euros. Le gouvernement prend également des mesures pour renvoyer davantage de détenus en séjour irrégulier dans leur pays d'origine. Donc, c'est là que va aller surtout les 150 millions d'euros de plus pour la justice, c'est pour dégager les gens qui sont incarcérés, quoi. Donc des gens qui seraient sans papier ou en d'autres séjours irréguliers et qui seraient du coup arrêtés par la police pour X ou Y raison, qui seraient incarcérés pour X ou Y raison. Et ces personnes, du coup, on va les renvoyer dans leur pays d'origine, quoi. Et donc, oui, c'est là que va aller tout l'argent qu'il y a pour la justice. Et ça, bien sûr, ils n'en parlent pas sur la RTBF. Et ça, c'est un truc que je trouve ouf aussi, à quel point les syndicats n'en parlent pas non plus. Quand je vois les manifestations, c'est cool d'informer sur les pensions, d'informer sur le statut d'artiste, d'informer sur les salaires, d'informer sur la formation, sur le chômage. Mais il y a d'autres mesures qui sont dégueulasses aussi de la part du gouvernement. Et je n'ai pas vu beaucoup de syndicats ou syndicalistes informer sur le droit à l'asile, informer sur les mesures dégueulasses qui sont prévues par le gouvernement, les dingueries que Annelies Verlinden a sorties, parce que récemment, elle a dit qu'elle voulait peut-être que les enfants devraient à nouveau être enfermés dans des centres fermés, parce que c'est que depuis récemment que c'est interdit en Belgique d'enfermer des enfants dans des centres fermés. Donc les centres fermés, c'est les centres où on met les gens en séjour illégal et qui sont prêts à être renvoyés ou jugés. Et du coup, elle veut enfermer des enfants là-dedans, tandis que c'est des centres qui sont reconnus par des études, par des organisations comme Getting the Voice Out, comme des centres où il y a de la torture, où il y a des gens qui sont maltraités, où c'est insalubre, où il y a même certains centres fermés, où je pense que c'était le centre fermé de Votem, où il y a des gens qui se sentent mal après avoir mangé telle ou telle nourriture, qui ont l'impression qu'il y a des somnifères dans leur nourriture. Donc on parle de dinguerie, et là-dedans, on veut enfermer des enfants. Déjà, moi, je trouve ça ouf qu'on enferme des gens tout court, en plus qu'on les torture, en plus que on les mal nourrit, et en plus, on va mettre des enfants. Bref, c'est une dinguerie, et ça, c'est pas important, ni pour le service public, ni pour les syndicats, ni pour les partis qui luttent contre l'Arizona. On va juste parler du pouvoir d'achat, des pensions, du chômage, et encore, le chômage, c'est pas toujours, mais on va jamais parler des immigrés, quoi, tandis qu'on est en train de parler de politique qui va à l'encontre des droits de l'homme. La Belgique a été condamnée plusieurs fois, des milliers de fois, pour atteinte au droit de l'asile, aux droits de l'homme. Les centres fermés, notamment, ont été pointés du doigt énormément de fois par les Nations Unies. Donc ça, ce n'est pas des sujets pour la RTBF. Ça, je trouve ça une dinguerie. Et donc là encore, des mesures migratoires de la NVA, notamment le regroupement familial. Donc, c'est aussi durci. Par exemple, les règles relatives au regroupement familial seront plus strictes. Le plafond des revenus sera relevé et les périodes d'attente seront plus longues. Les personnes qui ont déjà bénéficié d'une protection dans un autre État membre ne pourront plus être accueillies en Belgique, donc même s'il s'agit d'un regroupement familial. Nous étudions bien sûr les textes des négociations gouvernementales, mais ils portaient tous sur l'emploi et les retraites. C'est bien sûr aussi notre cœur de métier. Mais à un moment donné, je me suis dit, il y a aussi un texte sur la migration, nous l'avons aussi. Et ils ont alors commencé à le chercher pour moi. Je commence à le lire le soir et je me dis, c'est tout simplement le plan à 70 points du Vlaams-Blok. Le matin, je n'ai rien à faire, j'écris un message sur Facebook à ce sujet. Mais oui, ça je me souviens quand il avait mis son message sur Facebook, et c'est très correct. Le plan à 70 points, pour petit rappel, c'est un plan que la Vlaams-Blok, donc l'ancêtre du Vlaams-Belang, donc parti d'extrême droite fasciste, ce parti avait publié un plan à 70 points pour régler le problème de l'immigration, et c'était des choses dégueulasses. Il y avait des choses qui étaient ouvertement racistes. Il parlait de déportation, il parlait d'enfermement. Et ce plan à 70 points a notamment été condamné par la justice
d'incitation à la haine et de racisme. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on dit Vlaams-Belang et plus Vlaams-Blok, parce qu'ils ont dû changer de nom, parce que le Vlaams-Blok avait été condamné pour racisme, quoi. Et donc ici, ce qu'il dit clairement, et je suis totalement d'accord, là, il y a plein de points dans l'accord de coalition qu'ils avaient fait de ce gouvernement quand ils se sont formés. Dans cet accord de coalition, il y avait plusieurs points du plan de 70 points du Vlaams-Belang, quoi. Et il y a quelques points du plan à 70 points qui existent déjà. Par exemple, le secrétaire d'asile et migration. Bon, là, ils l'ont enlevé récemment, mais le secrétaire d'asile et immigration, ce qui était un truc nouveau en 2007. Avant, il n'y avait pas de secrétaire d'État sur l'asile et l'immigration. Mais ça, c'était un point du plan à 70 points du Vlaams-Belang. Donc ça, ils l'ont fait. Maintenant, ils sont en train d'implémenter plein de choses, comme l'enfermement, comme la déportation vers d'autres pays, l'enfermement dans d'autres pays, comme ils ont parlé du Kosovo et d'autres plans d'aller renvoyer des gens dans d'autres prisons. Ça, c'est des choses que le Vlaams-Blok pour lequel le Vlaams-Blok a été condamné il y a 20 ans, quoi. Et maintenant, il n'y a plus aucune contestation. Et donc, je suis content de voir que le président de l'ABV s'en soucie et en parle, parce que moi, dans tous leurs rapports qu'ils avaient fait, aussi quand il y a eu toutes les négociations avec le gouvernement, quand il y a eu toutes les coups de gueule des syndicalistes, il n'y avait pas un point sur les projets déshumanisants, les projets dégueulasses sur l'asile et l'immigration que prévoyait le gouvernement et qui sont en train d'implémenter, quoi.